Michael Harpon a travaillé dans la police pendant 16 ans. Ça fait long. Et durant toutes ces années, j'ai bien vu qu'il prenait sur lui. C'est à partir de 2013-2014 qu'il a commencé à saturer. Malgré tout, il s'est accroché pendant toutes ces années. Ce qui me surprend et m'interroge, c'est qu'il n'a rien exprimé, n'a pas laissé de message, aucune explication avant de passer à l'acte. On s'est enflammé un peu vite sur cette affaire, mais c'est aussi lié au fait qu'il était habilité secret défense, qu'il avait accès à des données et que ça a dû faire peur. Ils ont dit que le problème venait de l'islam, mais pour moi c'est pas ça. J'ai le sentiment que c'est lié au travail. Ils ont dissimulé la réalité. Je ne suis pas d'accord avec ce qu'ont dit les médias. Bonjour à tous. À la une de l'actualité ce matin, choc dans le sein du saint policier parisien. 4 fonctionnaires de la préfecture de police tués à coups de couteau par un de leurs collègues. Le tueur n'avait donné aucun signe d'alerte. Il est 20h, bonsoir à tous. Voici les titres de l'actualité de ce samedi. À la une ce soir, la piste terroriste confirmée dans l'attaque de la préfecture de Paris qui a fait 4 morts. Révélation de plusieurs nouveaux éléments par le procureur cet après-midi. Actes prémédités, échange de SMS, radicalisation. Nous ferons le point sur l'enquête dans un instant. Je me trouve aujourd'hui devant la préfecture de police de Paris. C'est ici même que Michael Harpon travaillait en tant qu'adjoint du service de maintenance informatique depuis 16 ans, jusqu'au 3 octobre 2019. Ce jour-là, Michael a poignardé 4 collègues. 48 heures plus tard, le procureur de la République tenait une conférence de presse. Plusieurs témoignages ont fait apparaître que l'auteur des faits aurait adhéré à une vision radicale de l'islam. Ceci résulte notamment à ce stade, et selon plusieurs témoignages, des éléments suivants. D'abord, son approbation de certaines exactions commises au nom de cette religion, son souhait de ne plus avoir certains contacts avec les femmes, sa justification auprès d'un collègue de travail des attentats commis dans les locaux du journal Charlie Hebdo en 2015, son changement d'habitude vestimentaire depuis quelques mois, enfin, l'intéressé abandonnant toute tenue occidentale au profit d'une tenue traditionnelle pour se rendre à la mosquée. L'enquête a été reprise à compter du 4 octobre à 18h par le parquet national antiterroriste. La communauté sourde a une grille de lecture très différente. Michael Harpon était sourd. Pour eux, il s'agit forcément de l'expression d'une souffrance au travail. Pourquoi cet élément a été peu pris en compte? En retraçant l'histoire de Michael Harpon, nous voulons essayer de comprendre ce qui a pu le mener à commettre un tel acte. Les investigations vont désormais se poursuivre pour définir plus précisément les motifs de cet acte, la personnalité de leur auteur et les circonstances dans lesquelles ce projet criminel a été conçu. Je vous remercie. Le mot entreprise terroriste a un sens. Une entreprise, c'est quelque chose de très structuré, un ensemble de moyens humains et matériels pour arriver à un but. Quand on qualifie un acte de terrorisme, on s'octroie des moyens plus étendus, des moyens d'investigation, les moyens de la criminalité organisée, c'est-à-dire sonoriser des appartements, des voitures,
Et comme il s'agit quand même de rechercher si autour de l'individu qui a commis un acte qui peut paraître isolé, il y a d'autres personnes, quelque chose de plus structuré, on peut avoir tendance à vouloir prendre le marteau, même si on se rend compte après que c'était pour écraser une mouche éventuellement. Aujourd'hui, 5 mois plus tard, aucune organisation terroriste n'a revendiqué cette attaque meurtrière. Qui était réellement Michael Harpon? Nous allons chercher à en savoir plus sur sa personnalité. Merci d'avoir accepté de témoigner au sujet de ton ami Michael. Merci, ça me tient à cœur. Michael était quelqu'un d'important pour moi. Je m'en souviendrai comme d'un ami. Un bon ami. Il restera gravé dans ma mémoire, car c'était quelqu'un d'unique. Je le connaissais depuis plus de 10 ans. On se voyait souvent. J'allais chez lui. Je connaissais ses enfants et sa femme. On se retrouvait régulièrement à la prière. On discutait de tout. Il me posait plein de questions. Il n'a jamais tenu de propos malveillants ou méchants. Jamais. On avait une relation d'égal à égal, comme des frères. Michael Harpon était martiniquais. Il est devenu sourd suite à une méningite. Faute d'école pour sourds, ses parents décident de le placer en internat dans un établissement spécialisé en métropole, à l'âge de 9 ans. Il grandit séparé de sa famille. Plus tard, vers l'âge de 21 ans, il se rapproche petit à petit de la communauté sourde signante. Il y fait des rencontres. C'est là qu'il fait connaissance avec celle qui deviendra sa femme. Elle est musulmane. Michael était catholique non pratiquant. Il s'est converti à l'islam il y a une dizaine d'années. Travaillant dans la police, il a voulu former ses collègues à la langue des signes. En blaguant, il me disait « Quand ils maîtriseront la langue des signes, les policiers ne se feront plus avoir. Les sourds ne pourront plus faire le coup du sourd-muet pour échapper au contrôle. » Ça me faisait bien rire. Je l'ai eu en formation pendant 2 ans et demi. Puis il a commencé à enseigner la LSF à ses collègues. Mais les agents n'étaient pas très assidus au cours. Ils venaient pas, ils annulaient sans cesse. Ça l'énervait. Il a dû se dire qu'il avait fait tout ça pour rien, à mon avis, hein. Il a égorgé d'une manière affreuse les collègues qui se trouvaient présents. Et après, pris d'une illumination, il a pété complètement les plombs déjà dans cet acte et après quand il est parti. Et il a croisé une collègue et il a également essayé de la tuer. On a tout de suite pensé que ça pouvait être sa chef de service. Personnellement, les informations que j'ai, c'est que il demandait des stages et ça lui était systématiquement refusé. Vous étiez au courant que Michael avait des surnoms? Ses collègues de la préfecture n'étaient pas très intelligents par rapport aux surnoms qu'il leur donnait. Il avait plusieurs surnoms qui étaient tout à fait affligeants. Certains l'appelaient Bernardo, certains l'appelaient Luit, certains l'appelaient même pas d'ailleurs, en l'occurrence. Durant tout notre échange, vos propos seront repris en miroir par Laurent Vallot, ici présent. D'accord? Qu'est-ce qui vous pousse à témoigner? C'est courageux. Étant sourd, Michael aimait qu'on se retrouve entre sourds.
Il cherchait notre compagnie, il aimait échanger, aider. Il était dans le lien social. Pour moi, c'était une bonne personne. Beaucoup de sourds se retrouvent isolés dans un milieu entendant. Alors à la pause, ils aiment se retrouver ensemble pour bavarder. Il aimait ces moments de discussion, il était sociable. On ne se connaissait pas au départ, mais tout de suite, j'ai eu un bon feeling avec lui. On s'entendait bien, comme de bons amis. Je montais au service informatique pour le voir. Je saluais ses collègues, je me joignais à eux pour prendre le café avec des biscuits. Il m'avait fait visiter le service. J'avais pris l'habitude de m'y rendre jusqu'au jour où le directeur a eu vent qu'une personne sourde étrangère au service y accédait alors que c'était interdit. Le secteur était soumis au secret défense. Je m'en suis excusée. À partir de là, il a fallu se voir ailleurs, dans le couloir, à la machine à café. Il venait aussi dans mon bureau pour parler un quart d'heure, une demi-heure, de temps en temps. Dans son rapport, le procureur de la République déclare que Michael Harpon était un extrémiste islamiste, du fait de ses relations distantes avec ses collègues, plus particulièrement avec les femmes, avec lesquelles il refusait tout contact physique. C'est bien vrai? Non. C'est faux. Moi, je suis une femme. Je n'ai jamais senti de rapport de domination de sa part. On avait des échanges d'égal à égal depuis toujours. Il ne m'a jamais rabaissée. On échangeait normalement. On n'avait pas la même religion, mais cela ne nous empêchait pas d'en parler, d'exprimer notre avis. Et quand on n'était pas d'accord, on débattait, c'est tout. Comment le procureur de la République a-t-il pu qualifier dans les médias Michael Harpon de terroriste aussi rapidement? Imaginez que le procureur, il attend des jours et des jours pour s'exprimer, on va dire qu'est-ce qu'il fait, etc. Lui, il peut venir nous dire les éléments concrets, donc il a une pression très importante pour s'exprimer vite. Mais c'est lié au fait que les gens avant lui s'expriment très vite. Ceux qui sont au pouvoir et ceux qui sont dans l'opposition, et mettent cette pression alors qu'il faudrait être capable de dire « j'en sais rien pour l'instant, on va attendre de voir ». Le communiqué diffusé par la Fédération nationale des sourds de France n'a pas du tout été relayé dans les médias. Pourquoi? Les médias ont bien eu connaissance de notre communiqué de presse. Ils l'ont lu. Une vingtaine de journalistes nous ont contactés, mais ils se sont uniquement intéressés à la piste extrémiste. Et aucun n'a abordé la souffrance au travail. Présenter une attaque au couteau comme un geste extrémiste, c'est pas étonnant, ça rassure le grand public. Les médias n'ont pas cherché plus loin. Et même encore ces 3 dernières semaines, chaque fois qu'un journaliste nous contacte, il continue de n'évoquer que la question de l'extrémisme. Aucune interrogation autour de la souffrance au travail. C'est quand même incroyable. Malgré le secret de l'instruction, les enquêteurs de la police ont laissé filtrer les informations reprises dans la presse. Elles alimentent la piste terroriste au sujet de Michael Harpon. Dans cet article, on peut lire que 1 heure avant son passage à l'acte, Michael Harpon, sur son lieu de travail, a consulté un site internet djihadiste. Je me demande depuis quand il consultait ce genre de site. En avait-il l'habitude? Mais aussi, avait-il des complices? Terroriste, encore une fois, ça serait quelqu'un qui a un plan préétabli, une entreprise, un projet. Je ne vois pas dans ce qu'il a commis quelque chose qui ressemble à un projet quelconque, une entreprise terroriste quelconque. Ce qui m'a laissé penser qu'il ne pouvait pas agir en tout cas pour un groupe structuré, c'est que quelle aubaine d'avoir une personne qui est habilitée secret défense à cet emplacement-là. On ne va pas lui demander de se suicider. Durant toutes ces années, Michael Harpon n'a jamais connu d'évolution professionnelle. Comment est-ce possible? Je sais que Michael Harpon, ça le faisait beaucoup souffrir de savoir qu'il ne pouvait pas accéder à certaines choses qui auraient été de droit par rapport, à son ancienneté et surtout au fait que c'était une personne qui faisait tout pour faire que le service fonctionne au mieux avec les moyens qu'il avait.
Il avait le statut d'adjoint administratif, ce qui me paraissait étrange, car il faisait le travail d'un technicien supérieur. Pourquoi n'était-il qu'un simple adjoint administratif ? Il y avait vraiment un décalage. Il est arrivé en 2003. Il a été embauché en tant qu'employé de bureau. À l'époque, alors qu'il n'était pas encore technicien informatique, ses collègues lui demandaient souvent un coup de main pour les dépanner quand ils avaient un problème informatique. Il était doué. Alors le chef de service lui a proposé d'intégrer le service de la maintenance informatique. Il était très enthousiaste. Mais par la suite, il n'a pas évolué, ni dans ses fonctions, ni en salaire. Il n'a eu aucun avancement. Il touchait des primes ridicules. Alors que ses collègues, qu'il formait, progressaient grâce à ses conseils, obtenaient des promotions, et pas lui. Il les avait aidés sans rien obtenir en retour. Il nourrissait beaucoup de frustration. Il était écœuré. Je lui disais, fais en sorte de changer de statut. Mais ça ne s'est pas fait. Il était mis de côté. On lui refusait la présence d'interprètes, l'utilisation des services d'interprétation à distance. Petit à petit, il a perdu pied. Il a sombré dans la rancœur. Il y a eu un changement de direction. À l'arrivée de son nouveau chef, ça a été un tournant dans le service. Les gens ont commencé à se tirer dans les pattes, parler dans le dos des autres, à tel point que 2 collègues ont fini par démissionner. Conflits, humiliations. Je sentais que l'ambiance était délétère. Dans les échanges que vous aviez avec Michaël Harpon, a-t-il évoqué à un moment le fait qu'il n'en pouvait plus de son travail ? Il croulait sous le travail. Il subissait une énorme pression. Ses collègues, beaucoup moins. Ils se déchargeaient sur lui. Ils en profitaient car c'était le plus compétent techniquement. C'était le meilleur. Je ne comprends pas. Je l'ai incité à passer des concours en interne pour qu'il puisse évoluer. Mais son directeur écartait systématiquement sa candidature. Dans votre rapport, Les sourds et les entendants au travail, il ressort que 43% des personnes sourdes sont en situation de souffrance au travail, contre 5,4% des entendants. Comment expliquer un tel écart ? En France, la loi impose l'embauche de 6% de personnes handicapées dans les entreprises. Quand elles le font, elles peuvent se contenter d'embaucher le quota, et ça s'arrête là. Résultat, certaines personnes se retrouvent mises au placard. Quasiment tous les jours, la fédération reçoit des emails concernant des problèmes liés au travail. Alors nous orientons les personnes concernées vers le défenseur des droits. Et ça tergiverse pour savoir si les problèmes relèvent de la souffrance au travail ou de la discrimination. Et ça tourne en rond. Il est clair qu'à ce jour, les personnes sourdes n'ont aucune structure d'accompagnement vers laquelle se tourner. Michaël a voulu démissionner. Il voulait vraiment démissionner. Un de ses copains sourds qui travaillait chez Uber lui a proposé de le rejoindre. Il a accepté, mais finalement, il a échoué à l'examen. Ça a été une grande déception. Ah, j'oubliais. Je l'ai aussi mis en contact avec un chef de service, un collègue sourd du ministère de l'Intérieur. Michaël était partant. Il était très enthousiaste. Je lui ai donné son numéro, ils ont pris rendez-vous. Ils se sont rencontrés un peu avant juin. Je n'étais pas présente car j'étais en vacances. Ils se sont revus en présence du directeur de Michaël. Ils ont discuté de cette proposition de mutation. Et son directeur a refusé son départ en disant qu'il n'y avait pas de poste vacant. Michaël était déçu, vraiment déçu. Il était découragé. Pourquoi son chef a-t-il refusé qu'il parte ? J'ai dit à Michaël de patienter, d'attendre une mutation ou un départ en retraite pour qu'un poste se libère. Pourquoi son chef a dit « c'est pas possible » ? Et là, Michaël a plongé. Dans cette direction du renseignement, il y a un problème de management. Et ça, c'est une chose que l'ensemble de mes collègues, tous grades confondus, se sont ouverts. Je sais qu'actuellement, il y a un audit interne. Il doit porter ses fruits. On doit en tirer les conséquences pour qu'une telle atrocité ne se reproduise pas dans la préfecture de police. Nous savons que dans les derniers mois, Michaël était à bout. Il avait le sentiment d'être dans une impasse. Il a essayé de changer de travail, et cela n'a pas marché. Avec sa femme,
Il avait prévu d'acheter un terrain pour construire une maison. Mais il a abandonné le projet. La veille de son passage à l'acte, en pleine nuit, il a été pris d'un délire mystique, où il s'est mis à prier furieusement. Était-il en train de vivre un effondrement personnel qui l'a conduit à la violence ? Je pense qu'il y a un double piège. Je pense que le premier piège, c'est de dire c'est un terroriste et il n'y a rien d'autre à comprendre. Et le deuxième piège, ce serait de dire c'est un malade mental et il n'y a rien d'autre à comprendre. Ce qu'il faut effectivement saisir, c'est la rencontre entre un individu donné à un moment donné et une situation géopolitique dont il va s'emparer. Ou une situation d'ailleurs de souffrance au travail, par exemple, ou de souffrance familiale, ou de souffrance conjugale. Daesh a offert au monde un modèle de conduite, de comportement, ou plutôt un modèle d'inconduite, dont peuvent se saisir des personnes dans des situations extrêmement diversifiées et dans des parcours extrêmement différents. Le matin même, Michael et sa femme ont échangé 33 SMS à caractère religieux. Dans son dernier message, Michael lui a écrit « Suis notre prophète bien-aimé Muhammad et médite le Coran. Allah Akbar. » Que penses-tu de ces dernières paroles ? Peut-être que Michael, musulman pratiquant, sachant qu'il allait mourir, a songé aux conséquences pour sa femme. Il a voulu lui dire de se concentrer sur les préceptes du Coran lorsqu'il ne serait plus là. Moi, c'est pareil, je suis musulman comme mes enfants. Et si un jour je venais à disparaître, je leur dirais « Suivez les enseignements du Coran et ne vous en écartez pas. Ce serait mon dernier conseil, juste avant de mourir. » Vous travaillez sur les différentes formes d'extrémisme islamique. C'est votre objet de recherche. Quel message renvoie cet événement sur le fonctionnement de notre société ? Moi qui travaille vraiment sur les récits de vie, sur les parcours des individus, c'est évidemment, on ne peut pas passer à côté du parcours de vie de l'individu pour essayer de à la fois comprendre son passage à l'acte terroriste s'il l'est, ou alors ce passage à l'acte violent qui pourrait s'expliquer effectivement par d'autres choses. Comprendre, c'est pas excuser, encore une fois. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est pas simplement sécuritaire. Bien sûr, on doit essayer de protéger la société d'individus dits simplement dangereux, ou alors d'individus terroristes, mais on doit surtout prévenir. Et ça, à travers ce cas-là, de ce Michael, peut aussi se penser une commission concernant le handicap, qui est un vrai sujet dans la fonction publique en particulier, mais pas seulement, et travailler sur des choses pour prévenir aussi la dépression et le suicide au travail plus globalement. Des choses ont été faites, mais là, je pense que ça se fait. Enfin, cet événement-là suppose aussi qu'on puisse encore se reposer la question. C'est la question de l'accompagnement qui est en jeu. Il faut vraiment mettre en place un organisme d'accompagnement qui s'adresserait autant aux sourds qu'aux entendants. Garantir le lien et le vivre ensemble, c'est important, que chacun soit confronté à la différence de l'autre, comprenne les besoins mutuels, que chacun soit mieux accepté. À partir de là, l'évolution professionnelle est tout à fait envisageable. Il n'y a plus de plafond de verre. L'enjeu du XXIe siècle, c'est bien l'évolution professionnelle. Et il est temps de tirer la sonnette d'alarme. Il ne s'agit pas de
décréter quelque chose de terrorisme, on devrait le prouver d'abord. Ça nourrit surtout beaucoup de fantasmes. Ça veut dire que, oui, si on commence à considérer tout musulman comme potentiellement quelqu'un qui, dans la cage d'escalier, peut sortir un couteau, c'est sûr que c'est pas terrible pour le pacte social et le bien vivre ensemble. C'est bien pour ça que je vous dis, attention, faut pas tout qualifier de terrorisme. Et il faut raison garder, effectivement, ça alimente. Mais c'est pervers aussi, parce qu'à force de dire que tout est terroriste, ça va aussi dévaloriser la gravité du terrorisme.